On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'un de nos artistes basés à La Colle qui offre des spectacles virtuels les vendredis soirs avec un succès quand même assez incroyable. Mais d'abord, état de la situation de la santé publique en Montérégie avec la directrice, le docteur Julie Lollier. La semaine dernière, on faisait un peu l'état du réseau de la santé, principalement au niveau du CIS de la Montérégie-Centre, entre autres au niveau des employés dans les hôpitaux, les CLSC, les CHSLD, bien sûr, avec Richard Deschamps, PDG du CIS de la Montérégie-Centre. Maintenant, regardons ça d'un autre œil, celui de la santé publique en Montérégie, avec sa directrice, le docteur Julie Lollier. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Évidemment, la première question, parce que quand on regarde un peu le topo actuellement, on voit des régions comme Laval, Montréal, Lanaudière, la Mauricie qui sont durement touchées. La Montérégie semble un peu être en milieu de peloton dans tout ça, contrairement à des régions comme le Bas-Saint-Laurent où ça va relativement bien. Bref, où se situe la Montérégie en ce moment? En fait, ce qu'on observe là, dans les tendances, c'est sûr que la Montérégie, c'est la deuxième région quand on regarde un nombre absolu de cas. Ouais. Avec un peu plus de 2500 cas, c'est la région qui en nombre vient tout de suite après Montréal. Quand vous parlez du milieu de peloton, c'est que vous parlez du taux par 100 000, donc qui est un indicateur finalement d'intensité de maladie quand on regarde la taille de la population. Évidemment, la Montérégie étant la deuxième région la plus populeuse, c'est un peu normal qu'on se retrouve avec le deuxième plus grand nombre de cas. Pour ce qui est du taux par 100 000, effectivement, Laval et Montréal se distinguent par des taux très élevés. Et ensuite, la couronne autour de Montréal. Donc, on parle de Lanaudière, on parle de Laurentides, mais effectivement, les autres régions, des grandes régions qui ne sont pas les régions très éloignées, on se retrouve dans une deuxième situation. On a environ le tiers, quand on regarde par 100 000, de taux. Ouais. Par rapport à Montréal. On se retrouve en cinquième position, là, grosso modo. Quand la situation s'est détériorée, principalement à Montréal et dans d'autres régions où on a vu le gouvernement fermer des régions avec des barrages policiers et tout ça, à un certain moment, nous-mêmes, on s'est questionné parce qu'il y a quand même si les gens font beaucoup de télétravail, il en reste quand même qu'il y a des gens qui habitent la Rive-Sud et qui vont quand même à Montréal et vice-versa. Finalement, il n'y a pas eu de contrôle sur les ponts montréalais. Mais est-ce que pour vous, ça a été une préoccupation de confiner le plus possible la Montérégie et la protéger de Montréal? C'est très difficile de faire ça parce que vous l'avez très bien dit. Depuis le tout départ, le tout début, en fait, on demande que ce soit que les déplacements essentiels qui soient assurés et on veut évidemment pas que des travailleurs essentiels, ou bien qui habitent à Montréal et qui travaillent en Montérégie, ou l'inverse, ne puissent pas se rendre dans un CHSLD ou dans un hôpital. Et c'est la situation de la Montérégie. On est une région où il y a beaucoup de navettage vers Montréal, entre autres, pour le travail. Et en limitant les déplacements aux travailleurs essentiels, on ne voulait pas empêcher les travailleurs essentiels. Et il faut comprendre qu'il y a un très grand enjeu de faisabilité de contrôler avec des services policiers sur des ponts. Je veux dire, d'un point de vue faisabilité, ça aurait été pratiquement impossible. On aurait retardé, ça aurait été extrêmement difficile. Donc non, ça n'a jamais été une option de confiner la Montérégie ou confiner Montréal parce que dès le départ, c'est les déplacements essentiels et on voulait que les gens puissent continuer leur travail dans les milieux essentiels. Bon, quand on regarde l'évolution des dernières semaines, et le directeur national, Horacio Arruda, l'expliquait bien, il y a comme deux crises, c'est-à-dire qu'au niveau de la transmission communautaire, effectivement, dans les faits, les mesures ont bien fonctionné, même dans des régions assez populeuses comme la Montérégie. Par contre, évidemment, la situation au niveau des aînés, au niveau des CHSLD, privés, publics, les maisons d'aînés, les maisons de retraite, là, c'est un tout autre topo en ce moment et le premier ministre le dit à chaque jour que la situation d'urgence, elle se retrouve principalement au niveau de ce bassin. Donc, quand on regarde, nous, dans notre région, en Montérégie, quel est l'état de la situation au niveau des aînés et des maisons de retraite et des CHSLD? Bien, en fait, vous avez raison de dire que c'est une préoccupation. C'est pas parce que les aînés sont les plus touchés nécessairement. Tout le monde est autant susceptible d'acquérir l'infection. Quand on voit dans notre situation, il y a environ seulement le quart des cas qui se produit chez les aînés, même si on teste beaucoup plus dans ces milieux-là. On teste surtout les travailleurs des milieux essentiels et les milieux où résident des aînés. Par contre, l'ensemble des décès qu'on a eu en Montérégie se sont produits chez des gens qui sont âgés de 70 ans et plus, avec une moyenne de 84 ans. Donc, même s'ils ne sont pas susceptibles d'être plus touchés,
c'est effectivement une population qui est très, très, très vulnérable à tout type de complications. La situation dans les résidences, effectivement, comme dans l'ensemble des autres régions, on a des milieux de vie pour personnes âgées, que ce soit des CHSLD ou des résidences pour personnes âgées, qui sont aux prises avec des éclosions. C'est sûr qu'en proportion, on n'a peut-être pas eu la proportion ou la sévérité qui a été observée, entre autres, dans les régions de Montréal ou de Laval, qui sont très, très touchées en ce moment. Mais on a effectivement des milieux où ça se produit. Les équipes sont à pied d'œuvre pour combattre finalement les éclosions dans ces milieux-là, parce que c'est des gens très vulnérables. À partir du moment où ça rentre dans une bâtisse, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'éclosion? Prenons deux exemples concrets que les gens connaissent bien. On en discutait la semaine dernière, évidemment, ce qui s'est passé à la résidence Saint-Jean sur le boulevard Saint-Luc, la maison de soins palliatifs et la ressource intermédiaire, où il y a eu quand même beaucoup de cas dans ce même bâtiment, ou tout récemment dans le CHSLD privé sur chemin Chambly, dans l'arrondissement Saint-Hubert. Donc ça, c'est deux exemples. Mais à partir du moment où ça rentre dans une bâtisse, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la propagation? Bien, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut dire qu'avant même que ça rentre dans la bâtisse, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il y a des recommandations qui ont été faites pour que tous les travailleurs aient certaines mesures de protection individuelle pour réduire les chances de transmission. À partir du moment où on a un cas, dès qu'on a un premier cas, il y a toujours une enquête, comme pour tous les cas, là, dans tous les milieux, dans la communauté. La Direction de santé publique fait toujours une enquête et essaie d'identifier finalement quels ont été les contacts. Donc, il y a ce travail-là de dire où s'est produit le cas, qui a été les contacts, quels sont les contacts parmi les résidents, quels sont les contacts parmi les travailleurs de la santé. Donc, ça, c'est une première chose qui est faite. Ensuite, depuis quelques semaines aussi, on est beaucoup plus agressif dans le dépistage qu'on fait dans ces milieux-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une éclosion, donc minimalement 2 cas où on a un lien entre ces 2 cas-là, on va dépister de façon plus élargie tout travailleur ou tout résident qu'ils aient des symptômes ou pas, en fonction, bien, c'est sûr qu'il y a certains critères là, dans les unités qui sont touchées finalement. Donc ça, c'est une autre mesure qu'on fait pour être capable d'identifier aussi dans ces milieux-là les résidents ou les travailleurs qui pourraient être des porteurs asymptomatiques. Puis finalement, bien, en termes d'organisation de services, quand on a des milieux très, très, très touchés, bien là, il y a une organisation qui se fait selon des zones de contamination. Donc, des zones plus touchées vont être des zones qui vont être identifiées rouges, par exemple, pour lesquelles il va y avoir des mesures plus agressives. Donc, c'est toutes sortes de choses qui sont faites pour d'abord les repérer rapidement, dépister, puis prendre en charge. Est-ce que la situation est sous contrôle en Montérégie dans les CHSLD puis les maisons pour retraités? Est-ce qu'il y a encore un risque que ça rentre dans d'autres bâtiments ou si vous pensez vraiment qu'on a stoppé un peu la propagation et que ça se limite aux bâtiments qui, malheureusement, ont vécu des foyers d'éclosion en ce moment? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a vraiment un travail qui est de plus en plus agressif quand je vous parle, par exemple, des indications de dépistage. Donc, c'est sûr que tout est fait pour limiter le nombre de personnes atteintes. Est-ce qu'on est capable, à partir de maintenant, de dire qu'il n'y aura aucune autre résidence, aucun autre milieu d'hébergement pour personnes âgées qui va être touché? Je suis absolument pas capable de vous dire ça. C'est sûr qu'on met tout en place pour éviter ça, mais on le voit, malgré les mesures en place, il y a de la transmission qui peut se faire quand même si on essaye de tout mettre les moyens de protection, il y a de la transmission parmi les travailleurs asymptomatiques et c'est jamais un bouclier qui est 100% étanche. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que les efforts ont été intensifiés et que c'est vraiment là qu'est la priorité, autant pour la santé publique que pour le CIS, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge par les équipes des directions pour personnes âgées, des CIS, et c'est vraiment leur priorité. Mais je veux dire, la situation du coronavirus, actuellement, on n'est pas dans une diminution de la courbe, donc je suis capable de vous dire qu'il n'y aura plus de milieu touché, malheureusement. Mais de ce que je comprends, vous, le nombre de cas d'infection et tout ça fait en sorte qu'en ce moment, la santé publique en Montérégie est encore capable de faire des enquêtes individuelles. Donc, on n'a pas atteint un plafond ou un nombre qui fait en sorte qu'à un certain moment, on n'a plus les ressources là, pour faire autant d'enquêtes individuelles. Donc, on a encore entre guillemets, le luxe de faire ce genre d'enquête à chacun des cas? C'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les capacités, c'est sûr que c'est un défi quotidien.
On a formé beaucoup de ressources pour nous soutenir parce qu'effectivement, le nombre d'enquêtes et de suivis, parce qu'on suit les cas, mais on suit les contacts aussi. Donc, le nombre de suivis, c'est des centaines et des centaines. Donc, effectivement, le défi de ressources est toujours présent. On forme, on essaie d'aller, le ministère aussi nous soutient pour aller vers l'utilisation de moyens informatiques, entre autres, pour réaliser les enquêtes. Parce que, bien évidemment, il va continuer à y avoir de la transmission. Et cette stratégie-là, je m'excuse l'anglicisme, qu'on appelle le search and contain, là, de repérer chacun des cas pour qu'ils s'isolent, elle demeure la priorité pour l'ensemble des milieux, puis ça va continuer comme ça pour un certain temps. Donc, effectivement, on trouve les moyens d'améliorer notre capacité d'enquête. Et je ne vous dis pas que c'est facile. On va devoir faire preuve de créativité dans les prochaines années. Souvent, dans les crises, il y a différentes phases. Évidemment, il y a eu la première phase à la mi-mars. Bon, ça vient d'arriver, l'organisation, on se replace, l'organisation des soins, libérer des lits, des soins intensifs. Finalement, on s'est donné beaucoup de capacités, puis fort heureusement, on n'a pas eu besoin d'aller jusque-là. Là arrive un peu la troisième phase, celle évidemment des CHSLD, des maisons privées. L'autre phase qui va suivre, là, évidemment, on le sent, qu'on va amorcer graduellement un déconfinement qui va se faire peut-être différemment d'une région à l'autre. Mais visiblement, les aînés risquent d'être confinés encore assez longtemps ou les gens qui veulent aller voir leurs parents. Bon, moi, à chaque semaine, je vais voir ma mère sur son balcon à l'extérieur. Ça se fait, tant mieux, elle a un balcon. Puis elle est dans une maison qui n'est pas infectée. Mais à quel moment, est-ce que ça, pour vous, c'est une préoccupation de voir comment le déconfinement va se faire? Comment nos aînés vont-ils avoir quand même un minimum de contact avec leur famille? Ça risque d'être compliqué. C'est évident que, bon, d'abord, les décisions quant au déconfinement, ce pas des décisions qui sont régionales, là, et c'est des décisions qui sont gouvernementales, sont étroitement attachées avec la santé publique, bien sûr. Mais c'est sûr que le déconfinement des personnes les plus vulnérables, c'est pas ce qui va venir en premier. D'ailleurs, je veux dire, ça a été largement diffusé dans les conférences de presse. Et c'est aussi évident que la question de l'isolement et même des impacts sur la santé mentale, même à la limite des impacts sur les troubles cognitifs liés à l'isolement chez les personnes âgées, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Il y a plusieurs choses qui ont été faites. On a une équipe qui travaille avec les municipalités, les organismes communautaires pour intensifier, entre autres, les contacts avec les personnes qui vivent seules. Il y a toutes sortes de belles initiatives qui sont à Montérégie, mais c'est évident qu'on est dans une situation qui est extrêmement difficile parce qu'on est conscient que les mesures qu'on préconise ont des impacts, des effets pervers, si on veut, mais à un moment donné, on est dans une balance qui est fragile entre on ne veut pas exposer ces gens-là au virus parce qu'on le voit, c'est eux qui en décèdent ou qui font des complications. Mais c'est tout à fait un défi, puis vous avez raison de le mentionner. Dernière question, elle est précise puis elle est large en même temps. Bon, premièrement, j'espère que vous passez quand même des bonnes nuits parce qu'il faut avoir du repos pour gérer toute cette crise-là. Mais quand vous vous levez le matin, là, pour vous, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi la plus grande préoccupation que vous avez quand vous démarrez une nouvelle journée? Je vous dirais que c'est une situation, on a répété beaucoup voyons, je cherche mes mots, là, mais on a dit beaucoup qu'on construisait l'avion en plein vol. Et c'est vrai, on est avec un virus qu'on connaît peu. Donc, on s'ajuste au fur et à mesure que les connaissances évoluent. Donc, à chaque jour, à chaque soir, on a des conférences avec les directeurs de santé publique. Et le lendemain, ma priorité, c'est de voir comment, avec mes équipes de la direction santé publique, on est capable de faire encore mieux. Comment on implante les ajustements dans les recommandations. Parce que, comme je dis, les recommandations s'ajustent parce qu'on construit au fur et à mesure que les connaissances évoluent. Donc, vraiment, à tous les jours, on a des rencontres statutaires entre directeurs de santé publique. Le matin, je rencontre mes équipes. On regarde quel est le portrait de la situation, c'est quoi la situation pour notre équipe qui soutient les milieux des résidents, c'est quoi notre situation pour l'équipe qui soutient les municipalités, qu'est-ce qu'on a de nouveau, quels ont été les enjeux rencontrés hier. Hein? On est à chaque jour avec des nouveaux défis, puis on travaille en équipe. Docteur Julie Lollier, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Je vous remercie beaucoup. Restez avec nous dans quelques instants. On vous parle de ce phénomène des artistes qui sont eux-mêmes confinés et qui font beaucoup de directs sur les médias sociaux pour garder le contact avec leur public. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Sylvain.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Évidemment, quand le confinement a commencé, à partir de la mi-mars, on a vu évidemment que c'était compliqué pour certains, que ça allait être long pour d'autres, notamment dans le domaine culturel, parce que ce n'est pas demain matin que les salles de cinéma, les salles de spectacle vont rouvrir, ce qui devient très, très, très difficile pour nos artistes, mais il y en a qui ont fait preuve d'ingéniosité, de créativité et qui rapidement ont décidé de garder la présence, le lien avec le public. Et c'est le cas de Martin Levac, que vous connaissez peut-être, le personnificateur de Phil Collins au Québec, qui habite notre région à Lacolle. Martin Levac, bonjour, bienvenue. Bonjour, Éric. Hey, dis-moi, dans les premiers jours de crise, qu'est-ce qui fait que tu as été, dans le fond, dans les premiers à décider de faire des directs, de faire des lives sur Facebook et sur YouTube? Bien, on en avait déjà fait, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. On avait déjà filmé des bouts de show pour nos fans. Je sais que la communauté sur Facebook et sur YouTube aimait beaucoup ce qu'on fait, qu'on fasse ça de temps en temps. Puis, bien, évidemment, là, c'était le seul moyen de garder un lien avec les fans, étant donné que tous les spectacles, comme tu disais, sont annulés depuis le 13 mars. Donc c'était pour garder un lien avec le monde, dans le fond. Bon. Prenons ton exemple personnel. Toi, dans le fond, dans les prochaines semaines et les prochains mois, qu'est-ce que tu avais comme spectacle prévu à l'agenda? Bien, moi, je suis quand même assez chanceux, dans le fond. C'est que j'avais un printemps pas trop occupé, un été quand même pas trop occupé non plus. J'avais comme 5-6 spectacles. On finissait finalement la tournée B-Sides, qui était une formule réduite avec les Face B de 45 tours de Phil Collins. Donc, on finissait cette tournée-là. Puis à l'été, ben, j'avais aucun festival parce que à la rentrée, à l'automne, on est supposé commencer le nouveau spectacle, la nouvelle mouture de Dancing to the Light, dans le fond, on roule depuis 10 ans. Bon. Et là, dis-moi, quand tu as donc pris, parce que ça fait quoi déjà? 5 vendredis, je pense que tu fais des directs sur les médias sociaux? Oui, je pense que oui. Bon, donc ça va être ton 6e vendredi qui vient. Dis-moi, ça a été quoi les premières réactions que tu as eues des gens qui se sont branchés sur Facebook et YouTube pour te suivre en direct le vendredi? Bien, premièrement, il faut dire que la réaction était nombreuse parce que, dans le fond, on s'est ramassé assez rapidement avec un 500, 600, 700 personnes qui regardent dans mon salon. Tu sais, c'était impressionnant d'être conscient que tu as 700 personnes qui te regardent dans ton salon. Fait que c'est plus que bien des salles de spectacle qu'on fait bien des fois. Tu sais. Fait que ça m'a tout de suite conscientisé que la semaine d'après, si je voulais le refaire, il fallait que je sois mieux préparé. Fait que depuis ce temps-là, on essaie d'améliorer la patente. Comme là, tu vois, j'ai transformé mon studio d'enregistrement à la maison. On a transformé ça en studio de TV, genre. Fait que là, on a des caméras, puis on a tripoté l'éclairage, puis le son pour que le broadcast soit le plus cool possible pour le vendredi prochain. Bon. C'est quoi le défi technologique de faire de la télé à la maison? C'est la connexion Internet, c'est la caméra, c'est le micro. C'est quoi le défi technologique? Et toutes ces réponses. Oui, moi, je suis musicien. Hein? Je suis habitué avec l'équipement de studio pour en faire de l'enregistrement, faire du live, du spectacle. Mais pour ce qui est de broadcaster, là, je ne sais pas comment, excuse mon chinois, je ne sais pas comment le dire en français, là, faire de la mise en onde, finalement, ça, j'avais jamais fait ça. C'est tout un défi d'apprendre toutes sortes de gizmos puis d'être capable de plugger tout ça pour que ça fonctionne. Juste pour l'entrevue, j'aurais aimé ça avoir le son de la console dans Zoom pour te faire un petit bout de tune avec un son plus hi-fi. Tu vois, je n'ai pas été capable avec l'application Zoom. Mais tu sais, c'est tous des trucs à apprendre. Je lis beaucoup sur ça. J'essaie d'apprendre comment ça fonctionne. Il y a quelque chose qui m'interpellait parce que, bon, tu sais, je le disais en introduction, clairement, c'est pas demain matin que les gens vont pouvoir consommer de la culture comme ils le faisaient avant, dans les festivals ou dans des salles de spectacle. Mais en même temps, les gens
c'est bien, comme on dit, c'est bien plaisant d'aller prendre des marches puis de faire du vélo. Puis, mais quand tu es le vendredi, samedi, tu soupes à la maison, bien là, à un moment donné, tu veux aussi consommer. Oui, tu peux aller chercher des trucs sur YouTube, là, mais quand tu veux consommer quelque chose de direct avec un artiste que tu aimes, visiblement, les gens vont vouloir quand même continuer à consommer de la culture. Ah, c'est un besoin criant, je te dirais, parce que justement, on a des témoignages qui disent, il y a des gens qui me disent, hey, j'ai passé la semaine tout seul, je ne peux pas voir mes enfants, je ne peux pas voir mes petits-enfants. Puis le fait qu'on a un rendez-vous hebdomadaire avec la musique de Phil Collins, évidemment, c'est beaucoup des fans de Phil Collins qui me suivent, bien, c'est comme, wow, il y en a qui disent, c'est la bouffée d'air que j'avais besoin dans ma semaine pour garder le cap. Ouais. Mais là, ce que je comprenais aussi, c'est qu'il y a du monde qui ne te connaissait pas, qui te découvre. Aussi, ben oui, effectivement, par les réseaux sociaux. Il y a des gens partout ici, c'est international, hein, les réseaux sociaux. Donc, il y a des gens en Italie, en France, en Allemagne qui découvrent mes interprétations de la musique de Phil Collins et de Genesis. Là, ils deviennent des fans. Écoute, on a une augmentation très, très, très significative, là, je te dirais, autour de 800 % d'augmentation de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ah, wow. C'est pas rien, c'est complètement capoté. C'est incroyable. On va dire qu'on le travaille, on le travaille à tous les jours, mais quand même, c'est quelque chose. Là. Ouais. Mais de ce que je comprends, toi, tu fais le pari, dans le fond, de dire, OK, là, je fais ça gratuitement, je l'offre aux gens. Parce que dans ta tête, c'est un pari qui fait que plus tard, ça va être payant. Parce que je regardais Louis Morissette, à Tout le monde en parle dimanche, qui avait une préoccupation de dire aux artistes, arrêtez de donner votre stock, arrêtez de donner votre matériel, parce qu'à un moment donné, il faut payer les factures et tout ça. Mais toi, tu fais le pari que ce que tu fais en ce moment va être payant plus tard. C'est ce que je fais. C'est ce que j'ose croire, dans le fond. Je me dis, bien, c'est là que les gens ont besoin de la culture, premièrement. Fait ils n'ont pas besoin de mettre la main dans leur poche nécessairement. D'ailleurs, tout le monde a peur. Tout le monde a peur de dépenser. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, tout ça. Les gens n'ont pas nécessairement des revenus garantis. Ouais. Comme je te disais au téléphone, le BS de M. Trudeau, on ne l'aura pas éternellement. Donc, on ne sait pas trop si les gens vont avoir des sous pour la culture dans un avenir plus ou moins rapproché. Mais comme tu dis, je fais le pari que, bon, en gagnant de plus en plus de fans sur Internet, par les réseaux sociaux, par YouTube, par Facebook, Instagram, que ça se transforme éventuellement en revenus pour nous autres. De toute façon, il y en a qui font ça dans la vie, YouTubeurs, qui font de l'argent avec les vidéos qui roulent. Donc, ça peut peut-être être un moyen à long terme. En terminant, est-ce qu'on peut te demander de nous faire une pièce de ton choix pour entendre un peu comment ça sonne du Martin Levac en direct du studio Bapaume à la Colle? Ben là, ça va sonner un petit peu croche parce que c'est le petit micro de la tablette que tu vas entendre, mais quand même. She calls out to the man on the streets. Sir, can you help me? It's cold and I have nowhere to sleep. There's somewhere you've been telling me. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you and me in paradise. It's just another day for you and me in paradise. It's just another day for you and me in paradise. Et voilà. Mais dans le fond, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que quand tu fais ça les vendredis sur Facebook et YouTube, la qualité sonore est meilleure parce que tu as un autre branchement pour offrir le produit, hein, c'est ça? Exactement. En fait, on utilise le micro du studio, la console du studio. En fait, la qualité du broadcast, elle va être encore très, très améliorée cette semaine parce qu'on a changé de système de caméra, tout ça. Je pense que ça va être un bon show vendredi soir à 8 h. Donc, le rendez-vous, c'est les vendredis. Puis tu as dit, je pense qu'au moins jusqu'au 29 mai, hein, tu allais faire ça? Exactement. Je me suis engagé, puis je vais tenir mon engagement jusqu'au 29 mai. Comme je disais tantôt, les gens, c'est là qu'ils ont besoin qu'on leur donne quelque chose. En espérant que ça revienne, mais ça revient toujours de toute façon.
Quand on offre ça de bon cœur, ça revient. À tous les vendredis jusqu'au 29 mai, c'est à 20 h. Si vous allez sur YouTube, Facebook, vous allez trouver évidemment Martin Levac pour aller chercher le lien du direct. Installez ça dans votre salon, téléphone, tablette, si vous avez un Chromecast ou si vous êtes capable de le mettre dans votre grosse télé à la maison. Et votre système de son, c'est tout à fait génial. Avec une belle petite bouffe, un bon petit verre de vin à la maison, ça fait des bons vendredis. Voilà. Faute de pain, on mange de la galette, que mon père disait. Hey, Martin Levac, merci beaucoup. Attention à toi. Merci, Éric. Merci. Hey. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. C'était prévisible, c'est maintenant officiel. Donc, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a procédé à l'annulation de tous les événements estivaux. Il y avait déjà les Montgolfières, évidemment. Il y a aussi l'été chaud là-dedans, mais je sais que la Société du Vieux-Saint-Jean s'est trouvée une autre façon d'offrir quand même certains spectacles. On verra évidemment ce que ça va donner, mais non, il n'y aura pas de fête nationale et de fête du Canada et de tout le reste. Pour avoir toute l'information, vous allez sur le site de la Ville, sjsr.ca/coronavirus. À demain. Bye-bye.